je suis content d'être ici. Je suis content d'être ici pour une raison très personnelle. Comme ancien du mouvement étudiant, il y a une espèce de grand vide. Et puis, je suis content de rencontrer des associations étudiantes et des gens qui s'impliquent, même s'il n'y a pas de voie nationale encore bien définie. J'en ai parlé un petit peu avec Frédéric avant de rentrer. Je trouve ça drôlement intéressant de voir les coulisses de tout ça. En tant qu'ancien du mouvement étudiant, parce qu'évidemment, il y a très très longtemps, dans une autre galaxie, il existait la FEUC et j'ai été, dans le fond, administrateur de la FEUC. J'étais à la FEUS, à Sherbrooke, et à la fin de ma présidence, dans le fond, j'ai été élu à la FEUC et j'ai déménagé à Montréal et je suis retourné en Estrie. Et donc, essentiellement, mon mandat a commencé fin 98 jusqu'en 2000. Et à cette époque historique, il y avait, préhistorique, il y avait, dans le fond, un dossier qui nous occupait énormément, c'était le sommet du Québec et de la jeunesse. Donc, on venait de vivre une élection. Lucien Bouchard avait été élu après le déficit zéro. Il avait donc promis à la FEUC, parce qu'il était venu nous rencontrer, comme tous les partis politiques, il était venu nous rencontrer, en fait, si mon souvenir est bon, à MCSS, donc le campus McDonald's de l'Université McGill. Et il nous avait dit essentiellement, comme on n'a pas réussi à augmenter les frais de scolarité pendant la lutte au déficit zéro, je vois mal comment maintenant, avec des surplus, on les augmenterait. Et donc, on avait gagné le gel des frais de scolarité, entre guillemets, et Lucien Bouchard, ayant été élu, on était parti pour au moins 4 ans sans discuter de frais de scolarité. Mais en plus, on avait gagné autre chose, on avait gagné un sommet sur la jeunesse québécoise, le sommet du Québec et de la jeunesse. Et à cette époque-là, et là je m'excuse de faire un petit retour historique, mais vous allez voir que ça prend tout son sens après. On a réfléchi au réinvestissement en éducation, surtout dans le réseau universitaire. Et on avait même un slogan qui était sympathique, quant à moi, parce que c'était difficile d'expliquer aux gens que, bon, à la fin, qu'on milite pour l'accessibilité à une éducation universitaire de qualité. Puis les gens nous disaient, mais c'est quoi la qualité à l'université? On avait trouvé un slogan pour essayer de résumer ce qu'on voulait avec le refinancement des universités. C'était des livres, des profs et des ordinateurs. Et c'était un peu grossier, puis en même temps, ça frappait l'imaginaire. C'était suffisamment clair pour exprimer ce qu'était notre vision d'une université plus intéressante, tant sur le plan des connaissances accumulées, des ressources matérielles, puis évidemment des professeurs pour pouvoir nous enseigner, nous transmettre tout ça. Je pense que, puis vous êtes dans le mouvement étudiant, vous le vivez, pour certains, vous l'avez peut-être déjà réalisé, c'est généralement une expérience marquante, c'est généralement quelque chose qui nous apprend des rouages et des ficelles de la politique comme à peu près aucune autre école de la vie ne le fait. Et pour de vrai, même dans les ailes jeunesse des partis politiques, il n'y a pas ce degré de raffinement qu'il y a généralement dans le mouvement étudiant. Parce que de maîtriser le discours partisan versus maîtriser un discours politique où on est toujours confronté à des idées différentes, donc on n'est pas dans un club où tout le monde pense comme de la même façon, c'est un défi en soi. Et c'est drôlement formateur. Et honnêtement, je ne serais pas où je suis maintenant si je n'avais pas fait le mouvement étudiant. Notamment pour cette capacité d'expliquer les idées, cette capacité d'expliquer les idées dans les médias aussi. C'est le mouvement étudiant qui m'a donné mes premières occasions dans les médias, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai été engagé en ayant, dans ma description de tâche, un rôle important de porte-parole de l'Institut économique. Et somme toute, non seulement c'est marquant sur le plan, comment dire, des compétences, mais c'est même marquant sur le plan des convictions. Le combat pour l'accessibilité à une éducation de qualité, ça m'est resté. Et en fait, ça demeure jusqu'à maintenant un combat prioritaire pour moi.
Ce qui fait que j'ai toujours beaucoup de difficultés à refuser une invitation du mouvement étudiant. Et généralement, donc, je le fais quand c'est possible. Cette semaine, ça a été une semaine absolument inouïe. J'ai trouvé ça fantastique. Je m'épanche un peu sur mes sentiments personnels, mais c'était absolument frénétique comme semaine parce qu'on a lancé une note économique sur la valorisation de la profession enseignante en expliquant qu'il était très difficile de renvoyer des professeurs incompétents au primaire, au secondaire, dans les écoles publiques du Québec. Et ça a eu un succès monstre. Donc, déjà, en faisant la une du Journal de Montréal et du Journal de Québec, toutes les radios venaient nous parler, LCN et même des réseaux anglophones. Et finalement, on a passé la semaine à parler de ça. Il y a eu des réactions, les partis politiques se sont positionnés, les syndicats ont évidemment monté aux barricades. Et ce faisant, je voyais la date butoir du samedi 23 se rapprocher et je n'avais pas vraiment beaucoup de temps pour me préparer, mais j'y pensais néanmoins. Et j'ai quand même préparé une petite présentation pour essayer de répondre à la question implicite qui m'a été posée, soit l'austérité, quel impact sur la mission universitaire. C'est un peu ça la piste sur laquelle on m'a lancé. Évidemment, je veux, puis donc on m'a prévenu que j'allais être enregistré. Il y a peut-être quelques petites choses que je vais garder pour moi quand c'est enregistré. On échangera peut-être sur l'heure du midi ensemble sur ces autres éléments-là. Mais néanmoins, je ne veux pas être ici pour parler puis être juste intéressant. J'espère vous brasser un peu dans vos convictions. J'espère vous confronter un peu, puis être très très franc et très très direct avec vous. Vous pouvez faire la même chose avec moi, je vous invite d'ailleurs. D'ailleurs, même s'il y a une différence d'âge entre la plupart d'entre nous et moi, je vous suggère de me tutoyer parce qu'on est samedi matin. Ou parce qu'on est en 2016. Donc, ben merci d'être venu, en fait. Aussi, c'est gentil pour notamment ceux qui, par exemple, du royaume se sont déplacés. Je voudrais vous donner un peu ma perspective générale sur l'austérité d'abord, puis sur les universités ensuite. Et ces deux thèmes-là, quant à moi, se rejoignent très peu. Vous allez voir pourquoi. Puis peut-être vous mettre un peu au défi, justement, en conclusion, de réussir à trouver des façons efficaces d'être des champions pour l'université. Parce que les universités québécoises, à l'heure actuelle, sont sans champion. Donc la FOC n'existe plus, mais la CREPUC n'existe plus non plus. Puis en fait, personne n'en parle. Quelque part, nous, ici à Trois-Rivières, samedi matin, c'est un sujet relativement mort. Commençons avec l'austérité, parce que ça, c'est un sujet qui a occupé beaucoup de place dans les médias et dans ma vie pendant les dernières années, au moins pendant les 2 dernières années. C'est un terme, un concept avec lequel je suis mal à l'aise parce qu'il ne saisit pas bien la réalité. On peut entendre par austérité toutes sortes de choses, souvent une chose et son contraire, ce qui fait que pour moi, c'est toujours difficile quand on commence avec l'austérité comme point de départ, de m'abstenir de faire une petite réflexion sur qu'est-ce qu'on entend par austérité. Puis quand je dis qu'est-ce qu'on entend, c'est qu'en général, l'austérité, puis en fait, même à l'origine, je pense que pas mal tout le monde s'entend, l'austérité est un mot qui a été utilisé, réutilisé et diffusé par les syndicats, essentiellement, dans un contexte où le gouvernement libéral était élu pour faire le déficit zéro, où eux rentraient en négociation de convention collective, où on cherchait à avoir de l'argent pour des meilleures conditions de travail pour nos membres. Donc, évidemment, c'était intéressant de caricaturer la position du retour au déficit zéro comme autre chose que de la responsabilité budgétaire. L'austérité, c'est un mot qui est fortement connoté
parce qu'à l'international, on en avait vu des effets dans certains pays, particulièrement la Grèce, qui est la figure emblématique, en se disant, mais voici ce à quoi ressemble l'austérité. C'est la catastrophe, c'est les services publics qui s'effondrent, c'est les pensions qui sont coupées, c'est des fonctionnaires qui sont renvoyés par milliers. Voici c'est quoi l'austérité. Puis finalement, le calquer sur le Québec, c'était de dire, on veut-tu vraiment vivre ça? Et évidemment, la réponse instinctive, c'est bien sûr que non. Donc, c'était habile, mais quant à moi, ça demeure un outil de propagande, le mot austérité. C'est certainement pas scientifique dans le sens de sciences sociales. Je pense que les gens en sciences sociales qui réfléchissent sur les questions de l'État du Québec ont généralement une certaine gêne à utiliser le mot austérité sans sentir qu'ils penchent d'un bord. Et c'est pourquoi, je pense, avec un peu de retard, le gouvernement a décidé d'arrêter de permettre l'utilisation du mot austérité. Parce qu'il s'est rendu compte que, dans le fond, il faisait la game, excusez-moi l'expression, des syndicats. Donc, essentiellement, ce qu'on entend par austérité, c'est les réductions de dépenses. Est-ce que quand le financement public vient à manquer, quand on réduit le financement public, ça affecte différents services, dont les universités québécoises? Eh bien, la réalité, c'est qu'au Québec, on ne réduit pas vraiment le financement public. C'est une réalité toute simple, facilement vérifiable, les données sont là, puis pourtant, il n'y a pas grand monde, y compris dans les journalistes, qui font ce constat-là ou qui le rappellent. Les dépenses de l'État augmentent. En dollars constants, ça augmente aussi. Il y a très peu de réduction de croissance. C'est vraiment une projection de dire, bon, ben, si on augmentait les dépenses publiques de 4% par année, ben, on se rend compte qu'on n'augmente plus aussi vite parce que finalement, il y a une rigueur, dirait le gouvernement, une contrainte appliquée aux dépenses publiques. On va essayer de les augmenter moins rapidement. Moi, ce que j'aime bien, c'est de présenter l'augmentation des dépenses par habitant ou le niveau de dépenses par habitant, parce que c'est ça qui donne peut-être le meilleur aperçu de ce que, collectivement, on décide d'allouer comme ressources aux services publics. D'où mon premier graphique. Alors, j'appelle le phénomène de l'austérité dans les médias l'hystérité, parce que ça n'existe pas, mais tout le monde en parle. Et évidemment, ça s'illustre assez facilement. On commence avec un point tout simple. Donc, pour ceux qui voient mal en bas, c'est 1997-1998. On est à des dépenses par habitant d'environ 7 500 $. Par où est-ce que ça va se diriger? Eh bien, je vous le prédis, ça va se diriger vers le haut. Essentiellement, c'est ça les courbes. On voit qu'en 2008-2009, on se retrouve dans une situation où on commence un plateau. Donc, effectivement, ça n'augmente plus. Il n'y a plus de prospérité qui nourrit les dépenses publiques. Il n'y a pas d'abondance de dépenses publiques non plus. Mais il n'y a pas de diminution particulière. Puis, on atteint quand même aujourd'hui, en fait, plus de 10 000 $. La barre, en fait, la ligne bleue étant les dépenses sans service de la dette. La ligne grise au-dessus inclut le service de la dette. Le service de la dette, en fait, la dette augmente, mais le service de la dette est relativement constant. On a des taux d'intérêt particulièrement avantageux. Sur cette période-là, en fait, les taux d'intérêt ont diminué. Le service de la dette a diminué par rapport à l'ampleur de la dette. Fait qu'on se retrouve avec des dépenses publiques par habitant relativement stables. Et quant à moi, puis là, vous pourrez poser des questions après la présentation, mais quant à moi, ça suffit pour dire l'austérité, ça n'existe pas à un niveau agrégé. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coupure. Il peut y en avoir. Entre autres, quand on regarde quel ministère a davantage, quel ministère a moins, la santé en reçoit plus. Ce qui signifie quelque part qu'on coupe ailleurs parce qu'on décide de mettre davantage d'argent en santé et services sociaux. Là, après ça, est-ce que c'est un choix de société? Est-ce que c'est une contrainte? Est-ce qu'on peut en discuter? Mais finalement, les coupures, c'est plus de la réallocation de fonds que de la diminution de la taille de l'État ou qu'une menace
effrénée au filet social québécois. On ne remet rien en question, le modèle québécois, il est encore présent, quant à moi malheureusement, mais il est encore présent. La réflexion des débats qui m'ont occupé, c'est est-ce que l'austérité est un problème de revenus ou un problème de dépenses? Donc là, j'anticipe un peu sur des débats qu'on pourrait avoir, mais qui, quant à moi, sont intéressants. Ne serait-ce que pour l'exercice intellectuel de se rappeler des choses qu'on n'entend pas souvent dans les médias, mais qui, somme toute, sont assez révélatrices de la circonstance du contexte actuel. On est dans un contexte où, essentiellement, on entend des gens comme moi, de l'IADM, dire essentiellement l'austérité, le combat au déficit, tout ce qu'on peut réfléchir comme terme, ça s'est traduit par des augmentations de revenus pour l'État. Donc, le fardeau fiscal a augmenté. Puis en fait, il a augmenté considérablement. Et d'ailleurs, il y a un discours fameux de Raymond Bachand, quand il était ministre des Finances, en disant, vous savez, nous, on va revenir au déficit zéro en demandant à l'État de faire 62 % de l'effort. Ce qui voulait dire, en fait, qu'on allait restreindre la croissance des dépenses de l'État. On allait quand même augmenter les dépenses, mais on allait restreindre leur croissance pour s'assurer de faire la majorité du chemin. Puis on allait aussi augmenter le fardeau fiscal des contribuables, qui allaient payer un peu plus, mais qui allaient faire 38 % de l'effort. Et finalement, le PQ a été élu, mais c'est un peu dans la même ligne. Alors, j'ai fait le travail d'essayer de voir, finalement, après 3 ans, est-ce que l'État a fait 62 % de l'effort? Et est-ce que les contribuables ont fait 38 % de l'effort? Évidemment, c'était sûr que la réponse allait être non, parce qu'on avait encore un déficit. Donc, clairement, l'effort n'avait pas été de 100 %. On n'était pas revenu à un déficit zéro. Ceci étant dit, tout l'effort qui avait été fait, en fait 102 % de l'effort, c'était un effort des revenus, donc des contribuables, à travers un fardeau fiscal plus important. Et pourquoi 102 %? Parce qu'il y avait eu une petite augmentation de dépenses, par rapport à la projection que Bachand promettait de restreindre, de diminuer. Mais finalement, tout ce qu'on pensait faire au gouvernement comme effort pour restreindre l'augmentation des dépenses, bien, il y en a eu zip zéro. En fait, on a dépassé, si je ne m'abuse de mémoire, de 32 millions sur 72 milliards. Là. Donc, c'est à peu près zéro, là, on s'entend. Mais c'est juste révélateur qu'on n'a pas réussi pendant notamment des années libérales, aussi des années péquistes, mais à contraindre la croissance des dépenses. C'est pas facile de contraindre la croissance des dépenses. Ça prend une certaine discipline. Peut-être un président du Conseil du Trésor qui est très, très, très strict. Possiblement. Évidemment, j'ai affronté beaucoup de gens de l'IRIS qui m'ont dit non, ce n'est pas un problème de revenus, c'est pas un problème de dépenses, c'est un problème de revenus. C'est dans la colonne des revenus qu'on a un problème au Québec. Il s'agit d'aller chercher l'argent là où elle est. Alors ça, vous avez entendu ça, et je crois qu'il y a Philippe Hurtaud de l'IRIS qui vient cet après-midi vous présenter un point de vue qui va peut-être aborder cette question-là. Et j'ai trouvé ça fascinant de voir que les solutions, puis à la limite, on essaie toujours de mesurer un peu son influence hein, quand on participe au débat public. On propose des solutions. On dit au gouvernement, bon, voici, telle politique serait meilleure, celle-là n'est pas très bonne, on critique, on commente, etc. Puis on essaie de mesurer son influence. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? À l'évidence, l'IRIS et ou les syndicats et ou Québec solidaire et ou d'autres groupes ont beaucoup d'influence parce qu'ils ont toujours dit, voici la solution magique à tous nos problèmes de revenus. On va, entre autres, lutter contre l'évasion fiscale. Premier point. En fait, ils ont 5 recommandations. Puis le premier point, c'est la lutte à l'évasion fiscale. L'argent est là, il est dans les paradis fiscaux. Il faut juste aller chercher, empêcher l'évasion fiscale. Premier point. Est-ce que cette solution magique de la lutte à l'évasion fiscale a été appliquée? Absolument. Alors, on a quelques chiffres pour l'illustrer,
mais en 3 ans, on a engagé 1100 employés de plus en recouvrement fiscal, en contrôle à Revenu Québec. On est passé d'un bassin d'environ 3000 employés dédiés à ces fonctions-là à 4100 employés. On a augmenté considérablement le pouvoir, la puissance de contrôle puis de récupération de l'État. Et ça donne des résultats. On a été chercher beaucoup plus d'argent. On a fait 17 milliards de dollars de plus récupérés en 5 ans. Et d'ailleurs, ça continue parce qu'en 2015-2016, le gouvernement a dit on va investir 63 millions de plus parce que ça donne tellement des bons résultats que si on investit, puis c'est vraiment de l'investissement pour eux, on investit 63 millions, on va aller en chercher davantage. Finalement, ça va garnir davantage les coffres de l'État. Fait que la lutte à l'évasion fiscale, ça a l'air très, très, très payant pour l'État. Et ça a été appliqué, c'est une recette de gauche. Malheureusement, c'est peut-être pas tout à fait ce que la gauche avait en tête, ou les syndicats avaient en tête pour régler le problème. C'est que oui, effectivement, il y a plus de revenus. Mais ce qui était facile, on l'a fait. Puis finalement, on se rend compte que c'est souvent les PME québécoises qui en paient le prix parce que les contrôles sont plus fréquents, sont plus sévères. Et finalement, on se retrouve dans une situation où beaucoup d'entrepreneurs, malgré plein de bonne volonté, ne connaissent pas le code fiscal par cœur, font face à un certain arbitraire de la part des fonctionnaires qui, par ailleurs, ont des quotas à remplir. Ça, c'est assez scandaleux, mais ça a été sorti par le Journal de Montréal, leur bureau d'enquête, mais c'est assez incroyable parce qu'évidemment, quand on a des quotas, il faut rapporter de l'argent selon les heures qu'on travaille pour pouvoir atteindre un rendement qui va être rémunéré par un bonus. C'est ça l'idée qui était derrière la rémunération chez Revenu Québec. Alors évidemment, des fois on se dit, bon, c'est pas tout à fait clair, mais est-ce que la compagnie va vraiment se battre si on lui demande de payer 7 000 $ de plus? Puis moi, ça m'aide à atteindre mon quota. C'est une réaction très humaine, mais peut-être pas particulièrement responsable, qui fait que finalement, il y a une face sombre à la lutte à l'évasion fiscale. On se retrouve à lutter beaucoup contre des gens qui ne déclarent pas complètement leur TVQ pour toutes sortes de raisons, avec toutes sortes d'entourloupettes, parce que la loi, notamment sur la TVQ, mais sur plein d'autres, c'est plein de complexité. Puis on finit par créer des coupables. On se retrouve donc à avoir appliqué cette première recette-là. Il y en a une autre, bien connue, que la gauche propose, c'est l'impôt des riches. Les riches peuvent payer un peu plus. Ils devraient payer leur juste part. Fait que derrière cette rhétorique-là, est-ce que c'est déjà arrivé? Bien, alors, déjà, à chaque fois qu'on dit un peu plus, on ne mentionne pas le niveau où ils sont. Hein? On fait tout à fait abstraction du passé. On dit non, mais juste un petit peu plus. Ça ne fera pas vraiment mal parce que c'est un petit peu plus. Ceci étant dit, ils en payent énormément de l'impôt. Les plus fortunés et les plus hauts revenus de notre société contribuent considérablement à l'impôt sur le revenu des particuliers. Malgré tout, on a quand même augmenté. Hein? Donc, le Parti québécois a augmenté le taux d'impôt en ajoutant un quatrième palier à 25,75 %. Mentionnons que le gouvernement fédéral, hein, Justin Trudeau, a promis de faire la même chose. Donc, on se retrouve avec des taux d'impôt qui augmentent tant au provincial qu'au fédéral, ce qui fait que les taux combinés dépassent 50 % ou devraient dépasser 50 % en 2016 à partir de 120 000, je crois. Non, de 100 000 déjà. À partir de 100 000, ça dépasse. Donc, évidemment, c'est 4 % de la population au Québec. Les revenus de plus de 100 000 $, c'est 4 %. C'est des forts revenus. On a passé aussi la cotisation santé qui avait été adoptée par les libéraux quand le PQ est arrivé au pouvoir. On a passé la cotisation santé d'un tarif finalement universel, unique, à une cotisation santé progressive. Et on vient de moduler les tarifs de garde aussi en fonction du revenu. Donc, on se retrouve à avoir demandé davantage aux plus aisés.
il y a évidemment d'autres grands méchants capitalistes qui peuvent payer plus, c'est les banques. Le fardeau fiscal des institutions financières, bien ça aussi on l'a augmenté. On a imposé une surtaxe temporaire. À date, 3 sur 3, hein, ils sont forts quand même. Une autre solution magique, le fardeau fiscal, on peut encore l'augmenter. Puis à la limite, soyons de gauche pragmatique, hein, il y a certains outils qui font moins mal à l'économie, donc on va augmenter un petit peu la pression fiscale, par exemple, sur la taxe de vente. Alors, la TVQ, effectivement, on l'a augmenté de 2 points de pourcentage. C'est environ 2 milliards de plus dans les codes de l'État. Chaque point de pourcentage est environ 1 milliard de revenus. On a augmenté la TVQ. Et la dernière recommandation qu'on voit souvent, c'est de dire, ben, outre le fardeau fiscal général, il y a un certain nombre de taxes qu'on peut augmenter parce que personne ne chiale quand on augmente ces taxes-là. C'est ce que moi j'ai appelé les taxes puritaines. Donc, les taxes sur l'alcool, le tabac, les taxes sur l'essence, parce que c'est pas bon pour l'environnement de consommer de l'essence. Donc, on va augmenter ces taxes-là, personne ne chiale. Évidemment, c'est pas tout à fait vrai. Des fois, il y a des gens qui les écoutent, on paye déjà quelque chose comme 44% de taxes dans notre litre d'essence. Ça suffit. Mais bon, on les augmente. Ce qui est dommage, c'est qu'évidemment, c'est un peu contradictoire avec le discours général des syndicats qui poussent, par exemple, ces solutions-là. C'est-à-dire que ça, c'est généralement des taxes régressives. Les taxes sur le tabac, notamment, c'est doublement régressif parce que non seulement le montant est plus imposant quand on a un revenu bas, mais en plus, les plus pauvres fument davantage. Donc, l'alcool, ça se retrouve à être un peu plus progressif parce que la taxe sur la bière versus la taxe sur le vin, on voit tout de suite une différence de consommation selon les tranches de revenus. Ceci étant dit, il y a quand même là un aspect punitif qui est un peu déplaisant parce que moralement connoté aussi. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, puis il ne faut pas conduire. Ce qui, moi, me pose problème, mais c'est une question de valeur. Là, ça, tous les points de vue sont défendables. Ceci étant dit, 5 sur 5. On l'a fait, la recette des syndicats. On l'a appliquée à la lettre. Puis tout à coup, on se retrouve avec une situation où on a quand même de la difficulté à revenir au déficit zéro, et où ils sont les premiers à être dans la rue puis à se donner la main autour des écoles pour lutter contre des compressions, entre guillemets, hein, pour lutter contre des réductions de budget qui sont pourtant beaucoup moins lourdes que si on n'avait pas appliqué leur recette en théorie, ou alors c'est que leur recette ne marche pas très bien. Et finalement, je me demande si les syndicats sont particulièrement choqués contre le gouvernement libéral ou particulièrement choqués contre la réalité qui ne se plie pas à ce qu'ils pensaient qu'allait advenir avec leur solution. Fait que finalement, je trouve qu'il y a comme un échec, un constat d'échec dans la solution qu'on a appliquée depuis la récession de 2008-2009. Donc, rappelons que ça fait quand même 6 ans que c'est terminé, puis qu'on revient à l'équilibre budgétaire là. Donc, normalement, au mois de mars, on devrait avoir un budget, peut-être en fin février, où on va avoir la confirmation qu'en 2015-2016, oui, on a réussi à dépenser pas mal ce qu'on avait engagé comme revenu en termes de finances publiques. Bravo, 6 ans plus tard. Si on a une récession à peu près à tous les 10 ans, puis que ça nous prend chaque fois 6 ans à revenir au déficit zéro, on n'aura pas grand temps pour faire quelques surplus. Ça me semble pas soutenable à long terme. Est-ce que ça signifie que les universités sont gras dures parce qu'il n'y a pas vraiment d'austérité? Est-ce que ça signifie que les universités sont gras dures parce qu'on a été chercher plein de revenus? Ah ben, pas du tout. Il y a une réalité, je pense, fondamentale derrière tout ça, qui n'est pas une réalité de finances publiques, qui est une réalité un peu plus politique. Puis là, permettez-moi de préciser que même si je suis économiste de la chose publique, donc je m'intéresse beaucoup à la politique et c'est un peu mon pain et mon beurre. Alors, à main levée, faisons un exercice, à main levée, qui d'entre vous est satisfait de l'attention qui a été dévolue aux universités lors de la dernière campagne électorale en 2014? Personne? Pas une main?
Si vous ne voulez pas lever votre main, il n'y a pas de problème, parce que si vous aviez levé votre main, j'aurais été très, très méchant avec vous. Moi-même, je suis absolument outré du peu d'attention qu'il y a eu, en fait, qui a été donné aux universités, qui est pourtant un enjeu majeur. Et pour de vrai, quand on regarde les programmes politiques, quand on regarde l'attention médiatique qui a été donnée, le financement des universités, puis les universités en général, ça arrive un petit peu en dessous de la rénovation domiciliaire. C'est absolument aberrant que dans une société comme le Québec, où, à mon avis, l'éducation est particulièrement centrale à notre projet de société, on donne aussi peu d'attention. Alors, évidemment, pour moi, c'est fondamental. Je vous l'ai dit, mon passage dans le mouvement étudiant a fait que ce combat-là m'habite. Par ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a non seulement un goût de me battre pour cette cause-là en moi, mais il y a même une raison sociologique, c'est-à-dire qu'il y a un rêve américain qui est de travailler très fort et de réussir à améliorer ses conditions, les conditions de ses enfants, peut-être même d'avoir beaucoup de succès, d'être très riche par le travail. Puis au Québec, avec la fondation de notre mythe collectif dans la Révolution tranquille, bien, au contraire, moi j'ai l'impression que le rêve québécois, c'est de pouvoir s'éduquer, d'accéder à une éducation de qualité, de se rendre loin dans nos études et de finalement s'en sortir très très bien parce que justement, collectivement, on a décidé de s'entraider pour atteindre des études supérieures de haut calibre puis de réussir aussi à améliorer ses conditions d'existence, à améliorer les conditions d'existence de ses enfants puis de la société en général. C'est donc, quant à moi, fondamental même dans notre identité. Et personne n'en parle. Il y a là un problème majeur et je vous le dis à vous, je pense que vous en êtes en partie responsable, on y reviendra. Je l'ai dit aussi à la CAQ. Ils m'ont invité à un moment donné gentiment dans leur congrès en novembre 2014 pour parler d'équité intergénérationnelle, une espèce de thème où on peut plugger ce qu'on veut. Et puis en se disant, ben tiens, l'Institut économique de Montréal, Louis Chassin, quelqu'un qui n'est pas trop loin de notre bar, on va voir ce qu'il va nous dire. Ben, je les ai brassés. Et je leur ai dit, pas un mot en campagne électorale sur l'éducation, sur les universités, pas une ligne dans votre programme politique, pas $1 dans votre cadre financier, alors que la Coalition pour l'avenir du Québec, qui était l'espèce de mouvement qu'a fondé en fait Charles Sirois et qu'a fondé François Legault, qui était le prélude au parti politique, avait 5 priorités et la première était l'éducation. Et on parlait des universités. Puis tout à coup, impasse, silence. En fait, mon hypothèse, c'est que le sujet des universités, c'est un sujet qui, depuis 2012, est rendu radioactif. On n'y touche plus avec une pôle de 10 pieds. C'est réglé. On ne va pas aller ouvrir cette boîte de Pandore. On ne va pas aller mettre le nez dans cette ruche parce qu'on sait ce que ça donne quand les étudiants sont choqués. Ils prennent la rue, puis ils renversent le gouvernement. Par ailleurs, hein? Il y a quand même peu de mouvements sociaux dans l'histoire du Québec qui peuvent se vanter d'avoir foutu un gouvernement à la porte. Bon, il y a toutes sortes de contextes à ça. Il y a une certaine lassitude par rapport aux libéraux, de Jean Charest qui avait été là pendant 9 ans, etc. Ils avaient gagné 3 élections, c'est peut-être le temps qu'ils partent. Ceci étant dit, ça a incarné une grogne qui a été très forte. Et quant à moi, parce que j'ai défendu énormément la réforme proposée par les libéraux, ça a eu l'impact négatif d'amenuiser l'accessibilité à une éducation de qualité. Ceci étant dit, puis on pourra en débattre, hein, moi je suis très, très intéressé de débattre des frais de scolarité avec vous, mais ceci étant dit, j'ai l'impression qu'on peut tous s'entendre objectivement pour dire qu'à partir de 2012, politiquement, ce sujet-là était tabou, plus personne ne voulait en parler, et donc, dans les campagnes électorales, c'était pas déjà un sujet populaire, là c'est juste un sujet absent. C'est terrible, mais c'est comme ça. Autrement dit, est-ce que c'est l'austérité / n'importe quel autre terme que vous voulez en termes de finances publiques qui explique la situation difficile, financière, difficile des universités aujourd'hui? Ben, je pense pas. Je pense que c'est leur manque de pas politique.
les universités n'ont plus le gros bout du bâton du tout, s'ils l'avaient déjà eu. On se retrouve dans une situation où on est devant un vide, où personne ne se fait le champion de l'université, ni les étudiants, ni les recteurs, ni personne en société. Et c'est un petit peu difficile d'imaginer quand est-ce que ça va changer. L'engagement principal du PLQ, juste par intérêt, je suis retourné voir leur plateforme de 2014 parce que je suis toujours intéressé de voir qu'est-ce que les partis politiques ont promis et parler des universités dans leur plateforme. Leur principal engagement, simplifier la reddition de comptes. Gros enjeu. La réflexion sur le financement de l'université, qui est intrinsèque, je pense, à la réalisation de sa mission, évidemment, recoupe les droits de scolarité, ne serait-ce que, et là, je suis sûr que mon vis-à-vis de l'IRIS a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi j'y crois encore à ce calcul-là. Quand on compare le Québec avec les universités dans le reste du Canada, en dépenses par étudiant, on se rend compte qu'au Québec, on a continuellement augmenté avant même la récession, avant même la rigueur budgétaire, avant même l'austérité, diront certains, mais jamais dans les proportions de croissance des dépenses par étudiant qu'on a vu ailleurs au Canada. Autrement dit, on se retrouve dans une situation où déjà notre réseau universitaire était sous-financé. On assiste à une espèce de lente érosion de la qualité de nos universités par rapport à leurs comparables dans le reste du Canada. Évidemment, c'est un calcul qui a été critiqué. C'est un calcul qui a été, dans le fond, établi suite au Sommet du Québec et de la jeunesse. Donc, la FEC était pour ça. Hein? On voulait avoir un portrait du sous-financement des universités. Puis le jour où ça a voulu dire, ben, peut-être qu'on va augmenter les frais de scolarité, la FEC a dit, ben non, dans ce cas-là, on n'est pas sous-financé. Merci. Laissez faire. Puis je dis la FEC, mais c'est le mouvement étudiant. En fait, la FEC n'a pas été solide suffisamment pour tenir tête à la C, qui avait pas mal la bonne position dans tout ce mouvement étudiant-là. On se retrouve dans une situation où la CREPUC est un peu la seule au front. Évidemment, c'est les recteurs. C'était facile à décrédibiliser parce qu'il y en a 2 ou 3, plus ou moins tweets, qui se font payer des sommes mirobolantes pour toutes sortes de choses alors qu'ils prétendent être sous-financés. C'était absolument impossible en termes de communication, en termes de rhétorique, de convaincre la population qu'il y avait un sous-financement des universités si ce n'était que les recteurs qui étaient au front. Donc, la CREPUC pouvait bien faire ses calculs, pouvait bien dire que ça avait été des calculs entendus avec le ministère de l'Éducation. Hein. La méthode avait été déterminée conjointement, vérifiée par le CIRANO, Cronon Marquette, donc une autorité en la matière. On se retrouve devant un sous-financement qui est chiffré, mais qui n'est pas cru. Quant à moi, et donc on n'a pas de nouveaux chiffres. Donc, quant à moi, l'espèce d'érosion tranquille des universités québécoises, c'est dramatique, puis ça l'illustre. On se retrouve dans la situation où les universités font face à plein de nouveaux défis, puis en même temps, peu de ressources par rapport à leurs comparables, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être créatif, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des façons de faire qui sont différentes. Et je pense qu'on a vraiment dans nos universités des gens qui réfléchissent à comment la mission universitaire devrait s'incarner dans les prochaines années, les prochaines décennies, qui sont drôlement intéressantes. Notamment les cours en ligne, donc les Massive Online Open Classes, MOOCs, qui sont vraiment intéressants. Donc McGill est d'ailleurs très active. Il y a de plus en plus d'universités qui s'intéressent à ces contextes-là où, évidemment, avec un prof, quand on enregistre son enseignement, on peut tout à coup, non pas le faire pour une classe de 50 ou 100 étudiants, mais le faire pour autant de monde qui va s'inscrire à travers le monde parce que ça peut être gratuit. C'est assez simple. On va mettre le contenu, on va le diffuser,
Puis c'est rien de nouveau, hein? Le MIT donnait plein de cours gratuits sur Internet depuis le milieu des années 90. Donc, on pouvait apprendre toutes sortes de choses sur l'aéronautique sans problème. Mais c'était pas un diplôme. C'était pas évalué. Puis c'était très peu encadré. Et c'est quant à moi la définition de l'université. Parce que la mission universitaire, c'est toujours l'enseignement, c'est toujours la recherche, c'est toujours le service à la collectivité. Ça va demeurer à travers les siècles, ça a toujours été ça. Néanmoins, ma conception d'éducation, elle est fondée sur 3 critères. Parce que pour moi, l'éducation ne doit pas être gratuite. La connaissance doit être le plus gratuite possible. Mais il y a une grosse nuance entre les deux concepts. Et la différence entre la connaissance et l'éducation, c'est que l'éducation, elle se fonde sur les 3 critères suivants. Une éducation, c'est un apprentissage qui est encadré, parce qu'on propose une série de cours dans un ordre plus ou moins précis, avec des formats aussi, hein, certains cours qui vont être plus pratiques, d'autres plus théoriques. On peut envisager toutes sortes de choses, mais il y a ce type d'encadrement ou d'enlignement qui va être proposé. Deuxième critère, l'apprentissage est évalué. Il y a des tests, il y a des travaux. On va aller chercher auprès du professeur non seulement des connaissances, mais son avis sur notre intégration des connaissances, sur comment on est capable de les rendre. C'est précieux. Vraiment, cette rétroaction-là, on l'oublie, mais combien de fois j'ai fait des erreurs dans des examens qui ne se sont plus jamais reproduites parce que bon sang, je l'ai compris, cette erreur-là, quand j'ai vu combien ça m'avait coûté en termes de points. Donc, vraiment, l'évaluation, c'est un élément clé de l'éducation pour moi. Et évidemment, ça fait partie aussi de l'université, ça fait partie de ce qui est l'éducation. L'apprentissage est reconnu par un diplôme. C'est comme ça qu'on peut, dans le fond, montrer à quelqu'un que oui, on a vraiment été dans plein de classes, on a fait 3 ans de bac, 4 ans de bac, on a un diplôme. Pour de vrai, c'est quand même assez incroyable que sur présentation d'un petit bout de papier, on vous engage, on vous dit on va construire un pont avec vous. Il faut vraiment être sûr que le bout de papier vaille quelque chose. Autrement dit, qu'est-ce qui garantit que le bout de papier vaut quelque chose? Généralement, c'est le petit crest de l'université que vous avez étudié. On fait confiance à cette institution-là. Et c'est quand même incroyable. En fait, à la fois merveilleux et suspicieux, mais l'éducation, on est basé, en fait, on fait preuve d'une relation de confiance. Quand on reconnaît un diplôme comme employeur, en disant ah oui, OK, vous avez étudié à l'Université de Montréal, je ne sais pas combien d'employeurs vérifient si on a vraiment été étudiant, mais en général, hein, on marque, bon, j'ai un bac à tel endroit, etc. Puis ça marche parce qu'on dit voici ma reconnaissance d'apprentissage, c'est ça l'éducation universitaire que j'ai été chercher. Donc, l'éducation qu'on a été chercher, on se retrouve dans une situation où, évidemment, là-dedans, il n'y a rien qui parle d'être présent sur un campus, dans une salle, en forme d'amphithéâtre. On n'a pas tant besoin de ce support-là physique. Autrement dit, il y a peut-être des façons d'innover pour rendre l'éducation plus accessible, une éducation de grande qualité, à moindre prix. Ça se peut. On peut être imaginatif. Évidemment, les autres universités ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde ont aussi ces possibilités-là. Donc, le sous-financement a encore une certaine pertinence quant à moi. Il faut encore y penser, ne serait-ce que parce qu'on veut quand même réfléchir à la capacité de nos universités de bien se placer dans les nouvelles tendances qui vont incarner l'éducation dans les décennies à venir. On se retrouve devant un défi qui, pour moi, vous interpelle. Qui interpelle le mouvement étudiant, qui interpelle les universités. Mais puisque c'est à vous que je m'adresse,
c'est vous que je veux brasser un petit peu. Moi, je peux bien essayer d'en parler. Puis, pour de vrai, j'accepte cette invitation-ci, mais j'essaie aussi d'en parler quand je peux. L'IRIS aussi, d'ailleurs. Je suis convaincu qu'ils font le maximum pour essayer de parler d'enjeux aussi importants que l'université. Mais si, dans l'ensemble de nos débats politiques, puis plus particulièrement dans nos élections, parce que, soyons clairs, hein, je pense qu'on va s'entendre là-dessus, il y a à peu près 90% des gens qui ne suivent pas la politique tant que ce n'est pas des élections. Finalement, si on peut avoir à peu près 50% des gens qui suivent les nouvelles pendant les élections, puis qui entendent parler de l'université, c'est déjà pas si pire. Mais encore faut-il qu'on en parle pendant les élections. Les élections provinciales, les prochaines sont en 2018. Ça ne laisse pas tant de temps. Puis on a peut-être pas mal de travail à faire dans le mouvement étudiant pour que cet enjeu-là devienne drôlement intéressant, voire incontournable, qu'on force les partis politiques à se positionner. Pour certains, vous êtes peut-être à la fin de votre mandat. D'autres, j'ai entendu, sont là par intérim, mais vont peut-être être élus. Donc, on se retrouve dans une situation où vous avez encore, pour certains, le temps de regarder par en avant. Et si ce n'est pas le cas, de dire à votre successeur, dans 2 ans, il y a des élections, comment est-ce qu'on va s'assurer que l'université soit un enjeu incontournable, que le Parti libéral n'ait pas le choix de promettre autre chose que la reddition de comptes un peu plus facile, s'il vous plaît, pour de vrai. C'est quand même assez incroyable. Donc, comment on va surprendre la population? Comment on va faire passer notre message? Et à la limite, c'est la communication. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va proposer, qu'est-ce qui pourrait être surprenant, qu'est-ce qui va, à la limite, appeler l'attention des médias parce qu'on n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu le mouvement étudiant proposer X ou Y. C'est pas simple, pour de vrai. C'est pas simple, parce que le mouvement étudiant a proposé par les affaires. 1. Puis 2, parce qu'entre vous, c'est pas toujours facile non plus de s'entendre. C'est tout un défi. À la limite, moi j'ai l'impression que le jour où le mouvement étudiant va dire il y a quelque chose qu'on est prêt, nous, à demander à nos membres de faire de plus pour améliorer le financement des universités, à condition que d'autres fassent aussi davantage leur part. Ça serait une surprise complète. Si c'est pas ça, ça peut être d'autres choses. Je suis ouvert aux idées. Puis, en fait, je suis pas juste ouvert aux idées. Soyez ouverts aux idées, parce que c'est vous qui allez porter ce message-là à la limite. Donc, je vous convie, je vous implore presque de vous faire des champions des universités en réalisant que l'énergie, le temps que vous mettez dans votre militantisme étudiant, il n'a pas autant de valeur si ce n'est que dans le monde étudiant, si ce n'est que dans le monde universitaire, si l'image de l'université ne change pas dans la société. Toute la question de la mission universitaire et des moyens qu'on se donne collectivement pour que nos universités l'atteignent, cette mission universitaire, elle ne va être réglée que quand il va y avoir un rapport de force politique qui va être déterminé. Pour un économiste, ça fait bizarre à dire, mais je pense que c'est ça la réalité. Évidemment, j'ai vraiment hâte d'entendre vos commentaires là-dessus. J'espère qu'on va pouvoir en débattre. Je vais d'ailleurs rester pour le lunch aussi. Mais pour de vrai, c'est mon appel, c'est mon vœu. Je vous souhaite un immense succès là-dedans. Et non seulement ça, mais merci de m'avoir écouté patiemment. Et je suis prêt à prendre vos questions.